Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, si mes vidéos vous plaisent, bien entendu. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 27 janvier 2024, avec comme titre principal La CIA a causé la guerre en Ukraine. Alors bon, peut-être que c'est la CIA toute seule qui a décidé cela, ou Barack Obama à l'époque, mais en tous les cas, c'est ce que dit le Los Angeles Times. Et oui, j'ai retrouvé un article du Los Angeles Times du 25 février 2022 qui, grâce à des documents déclassifiés top secrets de la CIA, a pu expliquer comment l'Ukraine s'est préparée à la future guerre avec la Russie en préparant les Ukrainiens dans une base secrète aux États-Unis dès 2015 pour faire la guerre avec la Russie. Tout était prévu d'avance, d'où Victoria Nuland, d'où Jeffrey Piat, l'ambassadeur américain dont je vous avais parlé il y a un moment si souvent, puisque j'ai fait des vidéos sur ces deux personnages, bien entendu, ainsi que l'enregistrement audio entre Victoria Nuland et Piat, déjà qui se sont fait prendre la main dans le sac en donnant tous les éléments qui prouvent que c'est les États-Unis qui a constitué le gouvernement de Kiev. Donc il s'était fait prendre la main dans le sac. À l'époque, les médias étaient obligés d'en parler. Et oui, mais ça a été très vite mis sous le tapis. Et évidemment, après, les médias n'en ont plus jamais parlé. Parce que ça, c'est des événements qui datent de 2015, hein, le coup de l'enregistrement audio. Bref, donc voilà, donc c'est au final un petit scoop que je vais vous montrer. Donc voilà, l'implication de la CIA dans la cause de la guerre avec l'Ukraine et la Russie. Alors le scoop, c'est le fait qu'un grand journal le montre. Voilà, c'est ça le scoop. Et toujours dans les titres, un rappel concernant l'origine de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire d'où vient réellement le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi encore une fois je vais en parler dans mes vidéos sur l'Ukraine? Parce que j'ai reçu pas mal de questions sur ProtonMail où beaucoup me demandent quelle est la véritable origine, la vérité là-dessus. Alors bon, j'ai pris conscience que tout le monde évidemment ne regarde pas toutes les vidéos que j'ai faites depuis très très longtemps, depuis le début de la guerre. Donc je le comprends, il y a des nouveaux abonnés, des nouveaux auditeurs, parce que aussi, bon, il y a la propagande qui nous dit, toujours maintenant, que un matin, Vladimir Poutine s'est réveillé et il a décidé comme ça d'envahir l'Ukraine. Comme ça, il avait envie. Parce que, bon, ça paraît ridicule de le dire comme ça, mais c'est la position officielle de tout l'Occident. C'est-à-dire un matin, un jour, Vladimir Poutine, il a dit, voilà, au 24 février 2022, j'envahis l'Ukraine et je vais prendre le Donbass. J'ai envie. Voilà, ça, j'ai envie, donc je le fais. Voilà. Donc comme ça, c'est la position effectivement des médias officiels, cela a de quoi troubler tous les auditeurs, surtout ceux qui ne me suivent pas très régulièrement. Et ce que je comprends, parce qu'il y a les nouveaux abonnés, évidemment, qui ne me connaissent pas forcément. Bref, donc je refais un rappel bien encadré. Il y aura même un petit schéma qui va vous montrer les dernières infos qui font quand même consensus dans le monde médiatique occidental, parce que j'ai pas voulu tout mettre dans ce tableau. Vous verrez, tout est résumé, mais de ce qui fait consensus malgré tout, c'est-à-dire où aucun média ne dément, tout du moins. Bref, vous allez voir ça. Bien entendu, je ferai mes petits ajouts personnels,
parce que, bon, bah, il y a, on va dire, le consensus médiatique, ou tout du moins ce que les médias ignorent de temps en temps, mais ce que des fois ils disent malgré tout, hein. Parmi les consultants de plateau télé, il y a quelques vérités qui sont lâchées, qui nuancent la chose, même s'ils ne disent pas tout, bien entendu. Moi, je vais tout vous dire, mais avec quand même ce qui fait consensus, où personne ne dément, même LCI ne peut démentir cela, certains faits. Voilà, bref, c'est le rappel de l'origine, la véritable origine expliquée. Alors pour évidemment mes anciens abonnés, rien de nouveau sous le soleil, hein, puisque je l'ai répété à maintes et maintes reprises. La deuxième affaire, qui est très importante du titre, eh bien, c'est la guerre intestine au sein du gouvernement ukrainien qui prend des proportions terribles, terribles pour le gouvernement ukrainien et qui paraissent dans les journaux ukrainiens, c'est-à-dire The Kiev Post, Ukrainska Pravda, Ukraine Forum. Bref, je vais vous montrer tout cela parce que c'est pas caché. Alors même LCI en parle, hein, parce que c'est tellement énorme, mais c'est très discret. Évidemment, ça fera jamais la une des journaux et jamais vous le verrez dans le journal de 20 heures. Bien entendu, c'est dit discrètement malgré tout. Voilà. Et puis on va voir plusieurs choses extrêmement intéressantes, comme surtout euh, un reportage qui a été fait bon, par les Russes, bien sûr, sur une rescapée de la maternité de Mariupol. Alors bon, pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça date maintenant, ça fait longtemps, hein. Vous vous souvenez cette dame qui était youtubeuse et bon bah pour des produits de beauté, donc qui est très belle bien sûr, forcément, et les journaux mais occidentaux l'avaient interviewé, mais ils avaient pris que des toutes petites bribes de phrases pour dire ah, regardez, on a une rescapée, parce qu'elle était descendue des escaliers, filmée, avec une couette autour d'elle, elle avait le visage marqué, avec des traces de sang sur le visage, etc., etc. Et il l'avait pris comme, alors pardonnez-moi le terme, égérie d'une des rescapées de la maternité de Mariupol suite à un tir russe. Et le problème, c'est que cette rescapée de la maternité de Mariupol a non seulement dit, bah non, moi j'ai jamais dit que les Russes avaient bombardé la maternité de Mariupol, et pire que tout pour les médias occidentaux, là dans le reportage, elle dit que ben, en fait le seul homme politique capable en Russie, le plus, on va dire, digne de confiance, c'était Vladimir Poutine. Alors évidemment, autant il y a, à cette époque, on avait beaucoup parlé d'elle, parce qu'en plus elle était photogénique malgré ses blessures, mais on l'avait pas laissé parler réellement. Et donc là maintenant qu'elle est guérie, tout va bien, bah, elle parle. Et évidemment, ce qu'elle dit fait très mal. Et encore une fois, bien sûr, vous ne le verrez jamais dans les médias occidentaux. Alors évidemment, on va parler de moult autres choses, bien sûr. On va parler du fait que l'Europe s'attend donc à une éventuelle victoire russe, et donc pour eux obligatoirement à l'envahissement de l'Europe entière par Vladimir Poutine, parce que ça devient de plus en plus sérieux. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça devient de plus en plus sérieux. Et devinez par qui on a une escalade guerrière qui veut entraîner l'Europe entière dans la guerre. Je vous le donne en mille, l'Angleterre, qui a encore fait des siennes. Nulle surprise, hein, je vous en ai déjà parlé. Évidemment, nous verrons tout cela avec des articles de journaux, comme d'habitude, et bien d'autres sujets très intéressants.
Et puis pour finir, concernant le front, ben, il y a eu une grosse percée dans le sud d'Avdiivka par les Russes. Donc apparemment, tous les connaisseurs sont d'accord. Avdiivka ne sera pas un Bakhmout 2, c'est-à-dire que cette grande forteresse ukrainienne devrait tomber beaucoup plus rapidement que prévu. En tous les cas, là, tous les signes sur le terrain montrent ben, qu'elle est quasiment entièrement encerclée et donc il n'y a plus de voie d'approvisionnement possible. Bon, depuis un moment, certes, mais là, les Russes avancent de plus en plus rapidement dans cette ville, donc cela ne devrait plus tarder. Mais bon, encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, seul le temps nous dira ce qu'il en est, bien entendu. Alors évidemment, cette vidéo est en 3 parties, comme d'habitude, c'est-à-dire les informations générales, qui sont en général constituées d'articles, après ma conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Mais tout d'abord, en premier lieu, on va faire le rappel de l'origine de la guerre russo-ukrainienne. Alors on va voir un schéma qui a été créé par Jacques Beau, qui est considéré comme un expert du conflit russo-ukrainien. Et donc il a nommé ce schéma processus qui a conduit à l'intervention russe en février 2022. Donc Jacques Beau précise que toutes les informations qu'il donne ici, schématiquement, ne sont démenties par personne, sont acceptées par tous, même s'il y a une omission de certains détails par les grands médias, mais à un moment ou à un autre, les grands médias en ont parlé. Voilà, de manière isolée, mais ils en ont parlé, ils le reconnaissent, voilà, donc ça c'était important à dire. Donc entre 2014 et 2022, notez que évidemment on pourra aller jusqu'en 2024, mais 2014-2022, 10 000 morts civiles dans le Donbass et refus d'appliquer les accords de Minsk. Voilà, par évidemment Kiev. Donc là, il ne l'a pas noté, mais en fait, en 2022, il y a eu 14 000 morts en tout, donc 10 000 morts civils et 4 000 morts de soldats de part et d'autre, c'est-à-dire les soldats du Donbass et les soldats réguliers ukrainiens. Le 24 mars 2021, décret de Volodymyr Zelensky pour la reconquête de la Crimée et du Donbass. Donc ça, c'est très important. Moi, dans une de mes vidéos, je vous avais montré le décret qui a été signé par tous les généraux ukrainiens ainsi que par Zelensky lui-même, et je vous avais montré le décret original qui a été signé par tout le monde, par tous les hauts responsables militaires. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir à nouveau ces originaux. Entre mars et décembre 2021, première intensification des tirs contre le Donbass. C'est-à-dire donc avant le 24 février 2022, c'est-à-dire le début de la guerre, il y a eu une intensification des tirs par Kiev sur le Donbass. Le 16 février 2022, deuxième intensification des tirs contre le Donbass. Alors il se trouve que dans cette même vidéo où je vous avais montré les originaux du décret de Zelensky, j'avais parlé de cette deuxième intensification, et la deuxième intensification, il y a une multiplication par 11 ou par 12 des bombardements par rapport à la première intensification. Et cela avait été admis par l'OSCE. Alors l'OSCE, c'est l'organisme de contrôle à l'international et qui avait donné ces chiffres-là. Donc ça vient même pas des Russes. Bien sûr, je vous avais montré l'article de l'OSCE. Ensuite, responsabilité de protéger. Donc là, on quitte le cadre de la légitimité, c'est-à-dire de l'explication légitime de Vladimir Poutine pour envahir le Donbass afin de protéger les Russes de l'Est de l'Ukraine.
Et là, donc, en responsabilité de protéger, au 21 février 2022, on a reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk, donc RPD, et de Lougansk, RPL. Signature de traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle avec les deux républiques, donc celle de Donetsk et de Lougansk. Donc Vladimir Poutine étant très légaliste, très porté sur le droit, il devait y avoir cette reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk afin de continuer le plan légal de Vladimir Poutine. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est l'étape préalable obligatoire pour que le 22 février 2022, il y ait une ratification des traités par la Douma de la Fédération de Russie et des parlements de la RPD et de la RPL. Très important, parce que fallait que la Russie reconnaisse officiellement ces deux régions comme des républiques donc indépendantes vis-à-vis de l'Ukraine. Hein, donc c'est des républiques autoproclamées, exactement comme ce fut le cas en Serbie, où le Kosovo artificiellement s'est mis indépendant de la Serbie, exactement comme au Kosovo. Là, le 23 février, c'est-à-dire le lendemain 2022, demande d'assistance de la RPD et de la RPL, toujours poursuivre le côté légaliste des lois internationales. Vous voyez que tout se fait de manière très légale, tout du moins vis-à-vis des lois internationales et reconnues par la Russie. Et là, vous voyez, demande d'assistance, et en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, au 24 février, et bien suite à la demande d'assistance, que la demande d'assistance, c'est-à-dire la demande d'assistance d'aide par ces deux républiques, d'aide de la Russie, c'est-à-dire la demande à la Russie de les aider à se protéger, c'est l'article 51 qui le permet. Et donc à partir de là, eh bien tout est légal au niveau de la Charte des Nations Unies, et l'invasion peut commencer pour protéger. Là, au début, c'était pour protéger uniquement le Donbass. Alors, à cause des républiques de Donetsk et de Lougansk, mais en réalité aussi pour protéger la Crimée, comme on l'a vu plus haut, puisqu'il était prévu par un décret de Zelensky que par la force, par les armes, Kiev envahisse le Donbass et la Crimée. Voilà, à rappeler. Et donc le 24 février, là comme chien cassé, déclenchement de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire le SVO, pour intervenir là directement en Ukraine. Voilà, donc là c'est ce que a résumé Jacques Beau. Moi j'ajouterais que évidemment maintenant non reconnu par les médias, ça a commencé en 2014, en fin 2014, quand il y a eu le coup d'État américain qui a été fait par les petites mains des États-Unis, c'est-à-dire Victoria Nuland et Jeffrey Piat. Alors Victoria Nuland à l'époque était ministre des Affaires étrangères américain, et Jeffrey Piat était l'ambassadeur américain à Kiev à ce moment-là. Et c'est eux les petites mains qui ont fait cela. Alors en plus, il y avait Hillary Clinton qui a été là-bas, et il y avait le sénateur McCain aussi qui a été là-bas à l'époque, qui était un républicain. Alors n'oublions pas que cela a commencé sous l'administration Obama en 2014, et que c'est en 2014 qu'il y a eu les accords de Minsk 1, en septembre 2014, et ensuite il y a eu les accords de Minsk 2 en février 2015, avec l'implication d'Angela Merkel et de François Hollande. Donc à cette époque-là, donc trois chefs d'État importants, on a Obama, Angela Merkel et François Hollande.
Et donc ces piliers-là, mais principalement selon les accords de Minsk, c'est Angela Merkel et François Hollande qui devaient faire appliquer les accords de Minsk, hein, c'était sous leur responsabilité, c'est-à-dire qu'ils devaient contrôler Kiev pour que les accords de Minsk soient respectés. La Russie a signé aussi les accords de Minsk, mais uniquement qu'en tant qu'observateur. Voilà, donc ça c'est les faits qu'il ne faut quand même pas oublier, hein. Donc évidemment, pour tous ceux que cela intéresse, j'ai fait des vidéos sur tous les grands moments de la guerre russo-ukrainienne, de l'origine jusqu'à maintenant. Donc vous pouvez suivre ça en regardant mes anciennes vidéos, les retrouver si vous voulez infiniment plus de détails. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le rappel des faits de la vérité concernant la véritable origine de la guerre russo-ukrainienne. Alors là, on va commencer très fort au niveau article et justement par celui du Los Angeles Times qui date du 25 février 2022, c'est-à-dire le lendemain de l'opération militaire spéciale qui a été lancée par la Russie. C'était à l'époque où encore la propagande n'était pas aussi puissante que de nos jours et que les médias avaient encore une petite liberté de parole. Que lit-on dans l'article? La CIA a déjà soutenu les insurgés ukrainiens. Apprenons de ses erreurs. Donc ça, c'est très important. Là, le Los Angeles Times, qui est un des plus grands journaux américains à l'époque, convenait que la CIA a déjà soutenu les insurgés ukrainiens. Apprenons de ses erreurs. Donc là, on voit les Ukrainiens, comme ces civils, montrés en train de participer à un entraînement de résistance début février à Kiev. Début février. Début, bien avant, presque un mois avant l'opération militaire spéciale, qui se prépare depuis des mois à une invasion russe. Il se prépare depuis des mois à une invasion russe. La CIA se prépare depuis des années, elle. La CIA se prépare depuis des années en Ukraine. Ce qui prouve déjà que tout était prévu. Tout était prévu. Et cela corrobore tout ce que je vous dis depuis près de 2 ans. Voilà, où je vous dis que la CIA avait préparé tout cela de longue date depuis 2014. Voilà, tout est là dans Los Angeles Times. Alors que l'Ukraine brûle, il semble que la CIA soit devenue froide. Retour à la guerre froide, petit jeu de mots. La Russie a envahi l'Ukraine par voie terrestre, aérienne et maritime jeudi. Mais depuis des années maintenant, la Central Intelligence Agency se prépare à un tel moment, non seulement en collectant et en analysant des renseignements prémonitoires, j'adore, hein, des renseignements prémonitoires, faut oser quand même, mais aussi en préparant les Ukrainiens à monter une insurrection contre une occupation russe. Un reportage du mois dernier a révélé que l'agence formait depuis 2015 les forces spéciales et les agents du renseignement ukrainien dans un centre secret aux États-Unis. Certains responsables américains ont minimisé l'information en affirmant que la CIA formait simplement les Ukrainiens à la collecte de renseignements. D'autres disent que le programme a un autre objectif secret, auquel je crois, préparer les Ukrainiens à une insurrection en cas d'occupation russe. Dans le rapport de Yahoo News, un ancien haut responsable du renseignement a expliqué « C'est là que le programme de l'agence pourrait avoir un impact sérieux. » De même, d'autres commentateurs ont exprimé leur espoir quant à l'issue d'une insurrection soutenue par les États-Unis. Voilà, ils ont exprimé leur espoir. Ces optimistes semblent oublier les leçons des efforts américains passés, y compris la première tentative de la CIA de soutenir une insurrection ukrainienne contre les soviétiques en 1949. Et oui, parce que les premiers exploits de la CIA en Ukraine datent de 1949.
qui s'est soldé par un échec et un jugement de la CIA des décennies plus tard, selon lequel cet effort était malheureux et tragique. Bah oui, ça a fait des centaines de morts, cette affaire de la CIA en 1949. Les défis auxquels est confrontée une insurrection ukrainienne ne sont pas moins difficiles aujourd'hui. Les services de renseignement russes constituent une menace sérieuse pour toute intervention de la CIA. Après des revers initiaux, les renseignements soviétiques ont réussi à pénétrer la résistance ukrainienne, conduisant à l'effondrement de l'insurrection au début des années 1950. Si la Russie ignorait que la CIA préparait les Ukrainiens à une insurrection, elle connaît certainement désormais son programme. Cela a été rapporté dans les médias. Et si les journalistes en ont entendu parler, il est probable que les services de renseignement russes en étaient également au courant, bien évidemment. Le FSB n'est pas resté les bras croisés, hein. Je parle de nos jours, bien sûr. Peut-être que la fuite du programme de la CIA visait à signaler à la Russie qu'elle serait confrontée à une insurrection soutenue par la CIA si elle envahissait l'Ukraine. Mais les renseignements russes se seraient déjà préparés à compromettre ou à neutraliser tout chef de la résistance. Ils figureront certainement en bonne place sur la liste des victimes que la Russie est censée dresser en cas d'occupation militaire. La CIA a récemment eu du mal à protéger ses agents étrangers. En octobre 2021, l'agence a envoyé un câble top secret à ses stations et bases du monde entier, avertissant que des dizaines de sources étaient capturées, tuées ou transformées en agents doubles. La Chine, qui a démantelé les réseaux de la CIA et dévoilé l'identité de ses officiers, pourrait aider la Russie dans sa traque. Une insurrection entraînera d'immenses souffrances civiles. Très important. Une insurrection entraînera d'immenses souffrances civiles. Je vous rappelle que l'article date du 25 février. Donc, nulle surprise. C'est-à-dire que le Los Angeles Times disait que les trafics de la CIA entraîneraient d'immenses souffrances civiles. L'implication de la CIA donne à la Russie un prétexte encore meilleur pour cibler la population en général. L'Union soviétique a emprisonné, massacré et déporté des centaines de milliers d'Ukrainiens dans le cadre de sa campagne contre-insurrectionnelle au début de la guerre froide. Et oui, voilà ce que a causé l'insurrection de la CIA en 1949. Parce que le programme de formation de la CIA est désormais connu du public, la Russie peut affirmer de manière convaincante que les insurgés ukrainiens sont des mandataires de la CIA. Une déclaration utile comme propagande auprès des séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine et comme justification de toute mesure qu'elle prend contre les civils ukrainiens pour enraciner les civils ukrainiens, dehors les saboteurs. La CIA doit être réaliste quant aux perspectives d'une insurrection ukrainienne. En 1950, un an seulement après le début de la première opération de la CIA en Ukraine, les officiers américains impliqués dans le programme savaient qu'ils menaient une bataille perdue d'avance. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve claire que les Ukrainiens sont capables de soutenir une insurrection ou que la Russie reculerait si elle était confrontée à une telle résistance. La CIA doit être honnête avec les Ukrainiens et avec elle-même quant aux véritables intentions. Lors de la première insurrection soutenue par les États-Unis, selon des documents top secrets déclassifiés par la suite, les responsables américains avaient l'intention d'utiliser les Ukrainiens comme force intermédiaire pour saigner l'Union soviétique. Cette fois, l'objectif premier du programme paramilitaire est-il d'aider les Ukrainiens à libérer leur pays ou d'affaiblir la Russie au cours d'une longue insurrection qui coûtera sans aucun doute autant de vies ukrainiennes que russes, sinon plus. Bon, je ne vais pas tout lire parce que c'est trop long, mais vous voyez l'article de Los Angeles Times est prémonitoire. Et là, vous voyez que les documents déclassifiés américains, top secret, disent la vérité, se servir des Ukrainiens comme force intermédiaire pour saigner l'Union soviétique. Ça, c'était à l'époque, mais
C'est leur nouvel objectif qui n'a pas changé par rapport à 1949. Voilà. Libérer leur pays ou d'affaiblir la Russie au cours d'une longue insurrection qui coûtera sans aucun doute autant de vies ukrainiennes qu'aux Russes, sinon plus. Vous voyez, cet article est extrêmement important. J'ai eu la chance de tomber dessus dans mes recherches. Donc là, on va parler de la guerre intestine au sein du gouvernement de Kiev. Donc moi, ça fait des mois et des mois que je vous en parle, principalement entre Zaloujny et Zelensky. N'oublions pas que Zaloujny a été mis 9 mois dans un placard, c'est-à-dire sans pouvoir prendre de réelles décisions. C'était le général Syrski, le général en chef des forces armées terrestres, parce que Zelensky avait décidé que Zaloujny était trop timoré concernant les attaques contre les Russes. Donc il a court-circuité Zaloujny pendant 9 mois, il a donné les pouvoirs, alors évidemment de manière officieuse, au général Syrski. Alors bon, Zaloujny, lui, qui était pas assez belliqueux, assez agressif d'après Zelensky, a quand même eu la chance d'être populaire au sein de l'armée ukrainienne, puisque le gouvernement de Kiev donc est tombé sur son propre paradoxe, puisque à cause de la propagande depuis le début de la guerre, donc le général Zaloujny est considéré comme un héros. Il devait être considéré comme un héros puisque le chef d'état-major. Donc ça s'est retourné comme un boomerang contre Zelensky qui aurait aimé l'écarter, mais les sondages au sein de l'Ukraine étaient trop forts pour Zaloujny, donc il n'a jamais pu l'écarter totalement. Bon, Zelensky a quand même assassiné son bras droit, quand même, et il a aussi assassiné un de ses proches collaborateurs, au général Zaloujny. Donc voilà, quand même, j'en ai fait une vidéo exprès il y a quelques mois de cela. Donc rien ne va plus au sein du gouvernement de Kiev. Et là, on en arrive à ce que vous voyez là. Zelensky envisage de limoger le commandant en chef Zaloujny et d'autres généraux selon les médias. Voilà, et ce n'est pas fini. On a aussi par France Info, guerre en Ukraine, le torchon brûle entre Volodymyr Zelensky et le maire Vitali Klitschko dans une bataille politique pour Kiev. Donc, vous voyez Vitali Klitschko, voilà, maire de Kiev, l'ancien boxeur dénonce une campagne d'intimidation à l'encontre de ses équipes municipales afin de le discréditer. Volodymyr Zelensky n'a cessé de l'affronter depuis la présidentielle de 2019 dans une querelle de pouvoir autour de la capitale. Voilà, voilà. L'inimitié entre le président et le maire de Kiev n'était pas un grand secret. Elle éclate désormais au grand jour. Vitali Klitschko a dénoncé une campagne déchaînée menée à son encontre dans une prise de parole solennelle mercredi 21 juin. Quelqu'un semble avoir hâte de reprendre le contrôle de la capitale, s'est-il indigné, estimant que la population de Kiev était devenue l'otage d'une lutte politique. Bon voilà, je vais m'arrêter là, mais vous avez compris que rien ne va plus au sein du gouvernement ukrainien. Et tout ça participe à l'effondrement général de l'Ukraine, bien évidemment. Mais bon, nulle surprise pour vous qui me suivez depuis un moment, vraiment c'est pas un scoop. Alors maintenant on va parler de l'affaire des 60 mercenaires français qui ont été tués dans ce bâtiment, et donc par un missile russe qui a détruit ce bâtiment. Donc apparemment, il y aurait eu 200-300 mercenaires dans ce bâtiment et donc 60 ont été tués d'après Moscou. Donc voici le bâtiment. Voilà, très vite pour que vous voyez. Voilà. Donc la Russie a convoqué l'ambassadeur de France en Russie, donc Pierre Lévy. Et évidemment, il a été questionné fortement.
Alors moi, des rapports russes que j'ai eus, les mercenaires, donc les 200 ou 300 qui étaient ici et qui ont été repérés par le FSB, eh bien, en fait, feraient partie de la Légion étrangère française. Et donc, il y aurait eu un arrangement, c'est-à-dire que ce serait le gouvernement français qui aurait demandé à ces légionnaires français de quitter la Légion étrangère, mais de manière, on va dire, plus ou moins officielle, mais bon, ou officieuse comme on voudra. Ils seraient toujours payés par l'État, mais ils ne feraient plus partie officiellement de la Légion étrangère. Évidemment, avec garantie qu'ils puissent retourner dans la Légion plus tard, bien sûr. Voilà, donc ça c'est ce que moi j'ai lu de rapports russes. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas, mais en tout cas, beaucoup le disent tout du moins. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire qui envenime les choses, puisque là, tout dernièrement, là je viens de l'apprendre aujourd'hui, samedi, c'est que les Russes ont un petit peu changé la version sur l'Ilyushin 76. Donc maintenant, c'est plus un patriote ou un Iris-T allemand, ce sera un patriote et un missile français. On ne sait pas lequel, puisque si c'était un Iris-T, il faudrait qu'il soit pile à la frontière russo-ukrainienne, ce qui est assez peu probable. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire des mercenaires français qui n'étonne absolument personne, puisque tous les connaisseurs de géopolitique militaire internationale disent que ça se passe comme ça depuis des décennies. Hein, ça a commencé en 91 à la première guerre d'Irak. Le concept apparemment de ce genre de choses a été inventé par les Américains, d'après ce que j'ai lu. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou non, hein. Là, je vous répète ce que j'ai lu. C'est-à-dire que ça a été inventé dans les années tout début 90 pour la guerre d'Irak par les Américains. Et ensuite, beaucoup de pays le font, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc. Quoi, ça n'a absolument rien de surprenant. Sauf que vous avez le droit de le faire, mais vous n'avez pas le droit de vous faire prendre. C'est ça en gros la politique internationale concernant ces trafics militaires. Donc là, je vais finir en beauté, je vais vous montrer une vidéo édifiante et extrêmement intéressante d'un journaliste français, militaire et historien qui s'appelle Laurent Briard et qui a divulgué des informations classifiées qui ont fuité. Et donc là, que dit le titre? En 2022, une tentative a été faite pour persuader des militaires français de certaines spécialités de rompre leur contrat et de partir comme mercenaires combattre pour l'Ukraine. Alors bon, moi qui a d'autres connaissances, moi j'ai déjà entendu ce genre de choses dans des rapports russes. Et en fait, c'est parce que, par exemple, des systèmes antiaériens parfois complexes, que ça soit américain ou français, mais allemand aussi, hein, puisqu'il n'y a pas que les Français qui font ça, bien entendu. Les Anglais, les Américains, les Allemands, les Italiens font exactement la même chose. C'est un secret de polichinelle, hein, bien entendu, au sein des grandes armées. Et donc, en fait, on a besoin de gens très qualifiés pour certaines choses, comme manipuler des canons César ou des systèmes antiaériens. Ça demande une haute technicité. Et très souvent, d'après ce que j'ai lu, beaucoup d'Ukrainiens n'ont pas eu le temps d'être formés, n'en sont pas capables, etc., quoi, dans un temps imparti. D'où les mercenaires. Voilà, voilà pourquoi. Et donc là, on va entendre ce Laurent Briard qui va vous expliquer quelques trucs très intéressants, vous allez voir. Alors, c'est pas la première fois que les forces armées de la Fédération de Russie frappent des bases de mercenaires et où il se trouvaient des Français. Donc, je rappelle que dans la nuit du 12 au 13 mars 2022, déjà, ils avaient frappé la base de Yavorov. Donc, c'était une base au tout début de l'opération spéciale. Les Français sont assez nombreux. Je tiens une liste avec tout un groupe de Russes
de volontaires étrangers. On essaye de faire des listes de ces gens. Actuellement, on en a 145 dans ces listes. Donc effectivement, ils sont bien présents sur le terrain et côté ukrainien. Ils sont massivement dans la Légion internationale ukrainienne, mais aussi dans d'autres unités, dans la brigade de Svoboda, dans le bataillon Carpathian Sich. Ils sont également dans d'autres unités différentes, également dans la défense territoriale. Enfin voilà, ils sont répartis dans le Djouk, le corps néo-nazi du Pravi Sector, et également dans le corps des hospitaliers, également corps néo-nazi créé par Yaroche en 2015. On sait évidemment qu'il y a beaucoup de mercenaires. Le journal Le Monde avait fait un article en fin d'année dernière disant qu'il y avait 800 Français qui s'étaient présentés pour s'enrôler et que 300 avaient été pris. Donc il existe effectivement des mercenaires. Pour la deuxième information, ce qu'on appelle les fantômes, c'est-à-dire des vrais soldats français, j'ai une information par deux sources militaires françaises que la France, en 2022, a cherché à convaincre des soldats français de démissionner de l'armée pour partir en Ukraine pendant 1 an avec des gros salaires et ayant des spécialités spécifiques. Donc on est sûr aussi que la France a envoyé des soldats fantômes qui normalement ne sont pas sur le terrain. Ça, c'est avéré. J'ai deux sources très sûres. Pour l'instant, par contre, ces informations sont extrêmement confidentielles, donc on n'a pas. C'est difficile de trouver ici, comment dire, donner un chiffre, combien sont-ils, etc. En tout cas, une chose assez certaine, c'est que dans l'exemple des canons Caesar, l'entraînement des équipages des servants ukrainiens avait duré quelques semaines. Effectivement, un matériel aussi compliqué qu'un canon de cette technologie avancée ne peut être servi qu'après un très long entraînement. Donc on subodore qu'il y a des soldats français, des instructeurs, entre guillemets, des fantômes qui sont avec les servants de batterie ukrainiens, notamment, j'imagine, pour tout ce qui est compliqué, les réglages de tir. Donc oui, la France a envoyé des soldats. Ensuite, il y a une dernière information, mais qui est un peu compliquée à vérifier, c'est le 13e dragon parachutiste, c'est-à-dire le renseignement français. Il a été dit à plusieurs reprises qu'ils avaient servi en Ukraine. On sait par exemple que des légionnaires ont servi probablement dans des missions de reconnaissance sur le Dniepr, en préparation de l'attaque que vous connaissez donc, dans l'automne 2023. Qui a d'ailleurs échoué. Voilà, donc c'est ce qu'on sait, c'est ce qui est concret et c'est sourcé et même les Français d'ailleurs communiquent sur ces militaires français. Alors, là, on va parler de l'affaire de l'Ilyushin 76. Donc, c'est quoi cette affaire? C'est un gros avion de transport de troupes qui est parti de Moscou vers Belgorod, chargé avec 65 prisonniers ukrainiens. Moscou dit qu'ils ont prévenu l'Ukraine, qu'il y avait un échange de prisonniers. L'Ukraine dit oui, ce jour-là, il devait bien y avoir un échange de prisonniers, mais ils ne savaient pas que les prisonniers allaient en premier lieu venir en avion. Voilà. Ensuite, Moscou dit que l'Ilyushin 76 a été abattu par 1 ou 2 missiles occidentaux. Alors, soit un Patriote, soit un Iris-T, sachant que la veille ou 2 jours avant, 2 missiles Iris-T avaient été envoyés de là où sont partis, d'après les Russes, les missiles d'Ukraine, c'est-à-dire dans l'oblast de Kharkov. Et Kiev reconnaît qu'effectivement, il y a eu 2 missiles tirés en direction de la Russie, des Iris-T, pour abattre des missiles russes. Voilà. Et donc c'est venu du même endroit, ça c'est ce que dit Moscou. Donc quand l'Ilyushin a été abattu, 1 heure après, Ukrainska Pravda, c'est-à-dire et les médias d'Ukraine, ont immédiatement dit que ce sont eux qui ont abattu l'Ilyushin 76. Immédiatement. Quelques heures après, les médias republient et font une correction et disent « Ah non, ce n'est pas eux qui ont tiré sur l'Ilyushin 76 ».
Le truc à savoir, c'est quand ils ont démenti que c'était eux qui avaient tiré, alors qu'ils avaient dit quelques heures avant qu'ils confirmaient par le ministère de la Défense ukrainien que c'était bien eux, eh bien, eux, ils ont corrigé leur annonce une fois que les Russes ont dit qu'il y avait 65 prisonniers ukrainiens à bord. Voilà. Alors, c'est embêtant, puisque la première fois quand ils ont dit qu'ils avaient abattu l'Ilyushin 76, c'est parce qu'il y avait des missiles S-300 à bord. Voilà. Ça, c'est la toute première version. Évidemment, je vais vous montrer les articles, hein, bien sûr. Donc, vous voyez le changement. Donc, après, c'est toute une affaire. Donc, le problème, c'est que Moscou dit que c'est l'Ukraine qui a tiré. Moscou dit que c'est soit un tir délibéré de l'Ukraine, soit un tir accidentel de l'Ukraine, ce qui peut aussi arriver et Moscou le reconnaît. Bon, Moscou ajoute par la voix de Vladimir Poutine qu'il est possible que comme c'est des systèmes occidentaux, bah, les manipulateurs des systèmes antiaériens aient fait une erreur, ce qui peut arriver quand on n'est pas bien formé. Voilà, mais bon, ça ce n'est qu'une hypothèse. Mais pour Moscou, il n'y a que deux options. Soit c'est un tir délibéré de l'Ukraine, soit c'est un tir accidentel de l'Ukraine. Voilà. Alors la chose, c'est que la Russie accuse officiellement l'Ukraine, mais l'Ukraine ne dément pas. Là, ils ont dit « Ah ben non, au final, ce n'est pas nous ». Mais ça, c'est les médias qui disent cela, uniquement les médias. Officiellement, Zelensky a pris la parole et devant les caméras, il a dit « bon, nous, on ne dément pas, faut qu'on mène une enquête internationale. On demande qu'il y ait une enquête internationale. » Ça, c'est Zelensky qui dit ça. Il demande une enquête internationale sur le sol russe. Il ne dit pas qu'il n'a pas tiré avec des missiles sur l'Ilyushin 76. Il ne dément pas. Kiev officiellement ne dément pas. Donc ça, c'est à retenir. Et enfin, M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a demandé une réunion extraordinaire à l'ONU afin de parler de cet accident qui est extrêmement grave. Alors inutile de vous dire, j'ai regardé évidemment la séquence de Lavrov à l'ONU, inutile de vous dire qu'il ne passe pas par quatre chemins. Donc il accuse l'Ukraine, évidemment, et l'Ukraine dit à l'ONU, non, ce n'est pas nous. Voilà. Et Zelensky, lui, il prend la parole, il dit nous, on dément pas, on voudrait qu'il y ait une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Vous voyez la cacophonie côté ukrainien. Voilà, bon, maintenant, on va regarder les articles d'Ukrainska Pravda et d'autres articles occidentaux. Donc voici le premier article de Ukrainska Pravda qui date du 24 janvier 2022 à 12h35. Un avion Ilyushin 76 s'écrase dans l'oblast de Belgorod en Russie. Voilà, donc cet article a été publié plusieurs heures après l'événement. Donc un avion Ilyushin 76 s'est écrasé dans le district de Korocha, dans l'oblast de Belgorod en Russie. Le gouverneur de la région a signalé un incident et une équipe d'enquêteurs ainsi que le ministère des situations d'urgence de la Fédération de Russie travaille actuellement sur les lieux. Attendez, là ça devient intéressant. Un corrigé. Plus tôt, l'article citait des sources des forces armées ukrainiennes comme étant impliquées dans la destruction de l'avion. Cependant, une autre source de Ukrainska Pravda n'a pas confirmé cette information. Donc l'article citait des sources des forces armées ukrainiennes comme quoi ils avaient abattu l'avion. Donc les sources, c'est les forces armées ukrainiennes. Mais une autre source de Ukrainska Pravda, on ne sait pas laquelle, n'a pas confirmé cette information. Alors là, il faut que je vous en parle. Le premier article de Ukrainska Pravda, il a été fait vers 11h30, 11h25 de mémoire. Je l'ai vu et
Bon, après, bon, je suis parti manger. Et après, j'ai vu ça. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai voulu reprendre l'ancien article que j'avais vu en premier lieu. Et l'article que j'avais vu, eh bien, il avait disparu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, Ukrainska Pravda? Chose qu'ils ne font que très rarement quand même. La dernière fois qu'ils avaient supprimé un article, c'est quand il y a eu l'attaque sur Kiev de missiles hypersoniques contre un système patriote, qui a eu 32 missiles patriotes tirés, et que les Américains ont reconnu qu'un missile hypersonique avait abîmé leur système patriote à Kiev. Je dis bien abîmé simplement. Les Ukrainiens, eux, sont restés depuis toujours. Tous les missiles hypersoniques ont été abattus, donc à l'époque 6 sur 6, donc 6 Kinjal sur 6, et évidemment, ils n'ont pas touché les systèmes patriotes. Voilà, bon, ça c'était la version de base. Et Yuri Ignat, le porte-parole de l'armée ukrainienne, avait dit non, non, nous on n'a arrêté aucun missile hypersonique, c'est pas vrai, et d'ailleurs, c'est pas la première fois que de hauts responsables de l'armée de l'air ukrainienne mentent et disent ce genre de choses alors que c'est pas vrai. Cet article avait été supprimé d'Ukrainska Pravda. Heureusement, à cette époque, je l'avais immédiatement copié, c'est-à-dire j'avais fait une copie d'écran. Voilà, chose que je ne fais plus maintenant depuis très longtemps. Maintenant, je reprends que les liens internet. Je fais plus de copie d'écran. D'ailleurs, je devrais le faire, hein. Parce que là, ça aurait été bien. On aurait eu l'article complet avec les sources ukrainiennes de l'armée de l'air ukrainienne. Donc là, l'article a été supprimé. Mais bon, comme évidemment, il y a des centaines de milliers de gens qui l'ont vu, et sans compter les millions de par le monde qui suivent Ukrainska Pravda, bah pour éviter de passer pour des censeurs, ils ont quand même mis un corrigé. Plutôt, l'article citait des sources des forces armées ukrainiennes. Alors, et cet article, au lieu de le laisser en archive, hein, comme ils le font pour tous les autres articles, visibles heure par heure, hein, on voit tous les articles du Ukrainska Pravda, là ils l'ont supprimé, mais ils disent qu'il y a un corrigé. Déjà ça pue. Voilà, j'ai envie de vous dire, déjà ça pue et c'est typiquement ukrainien. On passe au second article. Là, à 17h51, le même jour, donc le 24 janvier, l'échange de prisonniers n'a pas eu lieu. La destruction de l'avion Ilyushin 76 indique des actions délibérées et planifiées de la Russie, d'après le renseignement de la défense ukrainienne. En gros, ça c'est, je traduis, hein. En fait c'est d'après le SBU, hein, et non pas l'armée de l'air ukrainienne. Ça c'est le SBU, hein, en réalité. Voilà. Alors l'échange de prisonniers n'a pas eu lieu. Ils disent pas qu'il n'y avait pas d'échange de prisonniers ce jour-là, ils disent que ça n'a pas eu lieu. À la suite de l'accident de l'avion Ilyushin 76 en Russie, les services de renseignement ukrainiens, voilà, le SBU, c'est ce que je vous avais dit, ont indiqué que l'échange de prisonniers prévu pour le 24 janvier n'avait pas eu lieu. Mais vous notez, ça veut dire que c'était prévu. Elle ne dispose pas d'informations indiquant s'il y avait des Ukrainiens à bord de l'avion. Vous notez la source, c'est le SBU, hein. La source, c'est le SBU. Vous voyez? Donc, elle ne dispose pas d'informations s'il y avait ou non des Ukrainiens, des prisonniers ukrainiens à bord. Voilà. Ils disent ils n'ont pas d'informations fiables et complètes sur qui se trouvait à bord et en quel nom. C'est assez drôle. Bon, là, à 14h30, bon là c'était avant, chronologiquement c'était avant. Là, je vous montre ça, c'est juste pour dire qu'il y avait bien un échange de prisonniers qui devait avoir lieu ce jour-là. Mais cela n'a pas eu lieu pour le moment. D'après le SBU, c'était à 14h13. Donc en gros, cet article est précédent à celui-là. Vous voyez? Et enfin, on a ce message Telegram du gouverneur de Belgorod, c'est-à-dire Nastayachi Gladkov,
qui, au 24 janvier à 9h12, c'est-à-dire quelques minutes avant la destruction de l'Ilyushin 76, dit « Une alerte missile a été lancée à Belgorod. Si vous êtes chez vous, ne vous approchez pas des fenêtres, abritez-vous dans des pièces sans fenêtres et aux murs solides, couloir, salle de bain, WC, cellier. Si vous êtes à l'extérieur, rendez-vous dans un refuge ou dans un autre endroit sûr. » Alors comment ce Nastoyachi Gladkov, c'est-à-dire le gouverneur de Belgorod, l'a su? Bah, tout simplement parce qu'il y a des systèmes antiaériens évidemment à Belgorod, qui est la cible depuis des mois de missiles, de drones, etc. Sauf que les missiles antiaériens, il leur faut un petit peu de temps. Là, quand ils ont détecté le missile, ils ont eu peut-être 2-3 minutes à peine pour réagir. Donc ce qui est très peu, puisque le missile a été envoyé très proche de la frontière. Donc en gros, le missile, il a parcouru, on ne sait pas trop, on parle entre 40 et 50 km à peu près. Donc c'est extrêmement court pour un missile. Alors évidemment, ça dépend du missile. Alors maintenant, Moscou disait un Patriote ou un Iris-T. Maintenant, Moscou dit un Patriote ou un missile français. Mais on ne sait pas lequel. Alors pourquoi Moscou a changé d'avis sur le Iris-T? C'est pour que le missile Iris-T puisse atteindre l'avion, il aurait vraiment fallu que le système Iris-T soit placé à la frontière, pile à la frontière. Ce qui faisait quand même un peu léger. Donc au final, ils se sont dit, ça doit pas être un Iris-T, c'est peut-être un Patriote ou un missile français qui peut atteindre 100-120 km de distance. Donc voilà, mais on ne sait pas lequel. Voilà, ils nous ont pas donné, aux dernières nouvelles, ils n'ont pas donné d'informations sur le type de missile. Alors apparemment, j'ai appris, ça c'est Moscou qui le dit, que les Américains ont bien donné des Patriotes PAC-2 à l'Ukraine. Donc ça veut dire que les Patriotes PAC-2, eux, peuvent atteindre une cible à 160 km dans l'idéal. Voilà. Donc vous notez quand même que le gouverneur de Belgorod a publié à 9h12, c'est-à-dire quelques minutes avant la destruction de l'Ilyushin 76, et donc en tant qu'alerte missile, ce qui prouve que ce sont bien les Ukrainiens qui ont tiré sur l'Ilyushin 76. Alors pour finir sur cette affaire, les dernières informations qu'on a eues, c'est le ministère de la Défense qui publie les vidéos des caméras de surveillance à Moscou, dans la région de Moscou, où là vous voyez donc les camions de transport de prisonniers qui vont charger les prisonniers ukrainiens dans l'Ilyushin 76. Donc c'est des images qui ont été diffusées donc par le ministère de la Défense russe pour prouver qu'il y a bien eu chargement de prisonniers dans cette Ilyushin 76. Voilà, donc je rappelle que 65 Ukrainiens prisonniers de guerre ont été chargés dans cette Ilyushin pour un échange qui avait été prévu avec le ministère de la Défense ukrainien. Donc ça a été révélé donc dans les médias, en Russie tout du moins. Est-ce que les médias occidentaux vont les reprendre? Je ne sais pas. Et là, vous voyez Vladimir Poutine donc, qui en parle et qui dit que qui confirme qu'il y avait 65 prisonniers ukrainiens à bord. Et il dit que peut-être que c'est un accident du côté ukrainien, mais en tous les cas, ça vient bien du côté ukrainien. Il dit qu'il y a des systèmes techniques qui empêchent les missiles russes de tirer sur leur propre appareil, donc il explique le côté technique. Donc pour lui, c'est obligatoirement du côté ukrainien, et pour Vladimir Poutine, il n'y a que deux options, c'est soit ils ont délibérément tiré sur l'Ilyushin 76, sachant que
évidemment, le ministère de la Défense avait prévenu le ministère de la Défense de Kiev, hein, donc il confirme qu'ils ont bien été prévenus. Donc pour lui, soit c'est un tir délibéré d'Ukraine, il dit, soit c'est un accident, un tir accidentel du fait de la nervosité du côté ukrainien, sachant que quelques jours auparavant, deux Iris-T, c'est-à-dire des systèmes de défense allemands, avaient été tirés au même endroit, à peu près quasiment au même endroit, que là, les deux missiles ont été tirés pour abattre le Ilyushin 76, quasiment au même endroit. Donc il dit que c'est soit un système Patriot, soit un système Iris-T qui a abattu l'Ilyushin 76. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Alors je ne vais pas vous passer toute la vidéo entièrement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez voir la vidéo en entier, puisque là c'est devant évidemment toute une conférence militaire, donc il explique devant tout un tas de militaires, mais évidemment ça a été fait pour que le monde entier puisse le voir aussi, bien sûr. Et je vais vous mettre un lien qui va sur BitChute et qui vous montre donc la scène non censurée, donc avec les corps ukrainiens, dont un particulièrement où ils vont zoomer. Donc c'est particulièrement horrible à voir, bien sûr. Donc vous voyez les inspecteurs qui montrent le corps, qui font des commentaires dessus en russe, bien évidemment. Bref, qui montrent les preuves, cette fois du crash physique concernant les corps des prisonniers ukrainiens. Et donc il parle concernant les tatouages des corps ukrainiens que seuls des soldats ukrainiens peuvent avoir. Donc allez sur BitChute, voyez le lien, il sera dans la description. Alors là maintenant on va parler de cette ancienne youtubeuse dont son compte n'existe plus sur YouTube. Elle faisait la promotion de la beauté, des produits de beauté, etc. Elle était très connue en Ukraine. Je veux parler de Mariana Vishmirskaya. Donc elle avait fait la une des journaux parce que c'était une belle femme qui ressortait de l'hôpital avec une couette autour d'elle. Vous voyez, elle est tuméfiée, elle était blessée visiblement. Et donc évidemment on l'a interviewée, bien sûr, mais elle n'avait dit que quelques mots et ces quelques mots c'était voilà, j'ai été blessée, etc. Et les médias avaient dit regardez, voici la preuve que c'est les Russes qui ont bombardé l'hôpital parce que voilà, elle témoigne qu'il y a bien eu un missile qui est tombé sur l'hôpital. Évidemment, elle serait incapable de dire de quel missile c'est, bien évidemment, mais les médias ont pris ça comme si c'était voilà, un missile russe. Bref, fallait pas chercher à comprendre. Bon, il n'y a qu'un petit problème, c'est que maintenant, ça y est, elle est guérie, tout va bien pour elle. Et maintenant, elle veut vraiment témoigner. Sauf que son témoignage va pas vraiment dans le sens des médias, parce qu'elle a été interviewée par les médias russes. Et vous voyez, la Madone de Mariupol, ça c'est comme ça qu'on l'a surnommée en Ukraine après ce qui s'était passé à Mariupol. Et là, le problème, c'est qu'elle appelle à élire Vladimir Poutine. Bref, et là, je vais vous montrer la Я не vidéo. вижу никого, кому Voilà, c'est можно elle. было бы доверить пост президента Российской Федерации, кроме Владимира Владимировича. Bon, là, a dit le seul candidat à qui j'ai confiance, c'est Vladimir Poutine. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer que c'était une Ukrainienne connue en Ukraine. Et après, on ne sait pas son histoire, mais en tous les cas, on apprend qu'elle est russophone. Voilà. Donc évidemment, ça, on va pas vous montrer l'après dans les médias, vous vous en doutez. Je trouvais ça rigolo à vous montrer. Alors voilà une prédiction officielle de l'OTAN, c'est-à-dire comment la Russie va attaquer l'Europe en 2044. Alors vous voyez, donc là c'est les forces de l'OTAN, là c'est les forces russes et là c'est les alliés russes.
Et voilà, donc il y aura des hackers russes qui vont hacker tout ce qui est les connexions pour le transport. Donc, bien sûr, ils vont attaquer les États baltes. Ils vont envoyer des robots tanks contrôlés par IA. Et voilà, il y aura la Corée du Nord et l'Iran bon, qui aideront la Russie éventuellement pour même les armes nucléaires. Puisqu'il s'est bien connu que la Russie est très pauvre en armes nucléaires et donc elle a besoin du soutien de la Corée du Nord et de l'Iran. C'est bien connu. Voilà, donc je vous laisse voir la carte, voilà, comment ils vont attaquer, où, hein, donc la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Finlande, et ça c'est les robots tueurs tanks contrôlés par IA, donc en gros, mais c'est des Terminators sur chenilles qui vont attaquer les pays baltes en 2044. Voilà les prédictions de l'OTAN. À mon avis, je pense qu'ils sont bons là. Voilà, ils ont mis le doigt dessus, je pense. Alors, on a une information d'Euronews là. Les autorités annoncent une explosion au terminal gazier de Saint-Pétersbourg. C'était au 21 janvier. Alors, bon, vraisemblablement un drone ukrainien. Bon, d'accord. Le jour même, l'Ukraine s'est vantée à la télé en mettant un ou deux soldats qui disaient oui, c'est nous, on a réussi à faire des drones qui vont à plus de 1200 km pour attaquer les infrastructures russes. Bon, très bien. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un acte terroriste selon mon point de vue. Donc là, rien à dire. Ils ont le droit de taper un terminal gazier. J'ai envie de vous dire, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas eu de mort d'homme en plus. Mais par contre, je n'y crois pas, hein. Un drone qui parcourt 1200 km et qui a une telle charge explosive, je n'y crois pas. Donc, souvenez-vous des drones sur le Kremlin, hein, qui ont écaillé la peinture du dôme du Kremlin. Donc, 1200 km pour un drone, c'est énorme. C'est énorme. À part des gros drones, je vois pas, à ma connaissance. Mais moi qui lis depuis des années, depuis un peu moins de 2 ans pour être plus exact, des magazines d'armement américains, donc spécialisés, je n'ai jamais vu ça. Alors par contre, mon avis, mais ça ne reste que mon humble avis, étant donné que le terminal gazier est tout près de l'Estonie, ce serait tout à fait possible qu'un drone qui pourrait faire, je sais pas, 100-200 km avec une bonne charge d'explosifs puisse faire ce genre de dégâts. Mais un drone ukrainien qui fait 1200 km avec assez de charge d'explosifs pour faire ce genre de dégâts, moi je n'y crois pas. Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais j'ai du mal à le croire. Voilà ce que je pouvais dire sur cet acte de guérilla, pourrait-on dire. Donc là, d'après Reuters, hein, qui a été repris par le journal ukrainien VOA, on a Janet Yellen, l'administration américaine fournira à Kiev un soutien budgétaire d'un montant de 11,8 milliards de dollars. Alors moi, j'adore le ton catégorique du journal. Alors oui, c'est vrai que Janet Yellen a proposé, a l'intention de donner 11,8 milliards de dollars. Bon, ça c'est vrai. Donc le secrétaire au Trésor Janet Yellen a assuré mardi au Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal que l'administration Biden avait l'intention de fournir à Kiev un soutien budgétaire de 11,8 milliards de dollars dans le cadre de sa demande de financement supplémentaire. Une déclaration du département du Trésor à l'issue de la réunion virtuelle a noté que Yellen a souligné l'importance d'une décision rapide du Congrès sur le soutien financier à l'Ukraine. Voilà, là je préfère. Voilà. Ils ont l'intention, l'administration Biden a l'intention de donner 12 milliards de dollars. Voilà, proposé par Janet Yellen. Est-ce que ce sera accepté par le Congrès américain? Bah, nous verrons bien, c'est justement là toute la question.
Et là, très bientôt, on va avoir la réponse. Alors là, d'après BBC News, la Suède s'alarme après l'avertissement de guerre des chefs de la défense au 10 janvier. Alors, que lit-on? L'avertissement adressé aux Suédois par 2 hauts responsables de la défense de se préparer à la guerre a suscité des inquiétudes et des accusations d'alarmisme. Bon, ouais, ils disent des accusations d'alarmisme. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui disent oh là, et vous les Suédois, calmez-vous, hein, faut pas aller trop loin. Hein. Le ministre de la Défense civile, Carl-Oskar Bolin, a déclaré lors d'une conférence sur la défense qu'il pourrait y avoir une guerre en Suède. Son message a été ensuite soutenu par le commandant en chef militaire, le général Mikael Biden, qui a déclaré que tous les Suédois devaient se préparer mentalement à cette éventualité. Et oui, je vous avais déjà fait une vidéo précédemment, hein, pour la Suède, mais pour l'Angleterre, pour les Pays-Bas, l'Estonie, la Lituanie, etc. Bien sûr, dès que l'Ukraine sera prise, la Russie va envahir toute l'Europe. Et je ne dis même pas ça en rigolant, c'est vraiment ce que beaucoup de médias et les chefs de gouvernement occidentaux, pour la plupart, disent et maintiennent. Hein. Un dernier article avant la conclusion, donc ça vient d'Ukrainska Pravda, donc le grand journal ukrainien. Qu'est-ce qu'on apprend? Les agriculteurs polonais organiseront des importantes manifestations contre les importations en provenance d'Ukraine. Ça date du 24 janvier. Regardez un peu la carte de la Pologne avec toutes les manifestations en Pologne. C'est impressionnant, hein. Une manifestation nationale d'agriculteurs exigeant la protection de leur entreprise contre les importations en provenance des pays tiers, dont l'Ukraine, débutera en Pologne le 24 janvier. C'est terrible, hein, parce qu'en fait, si vous voulez, là, l'Ukraine exporte beaucoup de céréales et de poulets, donc en Europe, ce qui fait chuter les prix, et c'est terrible pour les agriculteurs européens. Voilà. Donc les plus grosses voix, les plus bruyants contre cela, ça a été la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Mais évidemment, ça se propage. Hein. Il y a la Roumanie qui a protesté pas mal, la Moldavie, etc. Hein. Bon, bref, ça va faire, là, ce blocage va faire évidemment un manque à gagner pour l'Ukraine. Ça va de soi. Bon, l'Ukraine n'avait vraiment pas besoin de cela, surtout que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu des blocages de routiers et d'agriculteurs à la frontière polono-ukrainienne, ce qui a bloqué à un moment donné pendant 2-3 jours les arrivages d'armement et de munitions, par exemple, mais aussi de produits évidemment ukrainiens, donc à l'exportation. Donc tout ça n'arrange pas les affaires de l'Ukraine. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien, comme chaque semaine, je vous brosse un tableau de l'Ukraine qui est toujours plus sombre, et les prochaines semaines, évidemment, seront toujours plus sombres. Ça ne peut pas changer, bien évidemment. Les variables de l'équation sont toujours les mêmes, sauf que les variables ne cessent d'augmenter. Donc évidemment, la conclusion est toujours la même, effondrement de l'Ukraine. Et là, on le voit sur le front, par exemple, de Klinky, si on veut parler purement militaire, où là, il ne reste plus, d'après ce que j'ai pu comprendre des rapports que j'ai lus, que quelques dizaines d'Ukrainiens qui tiennent encore sur Klinky, qui devait être une tête de pont, la dernière tentative valable. Ils se sont fait massacrer, bien évidemment. Donc Klinky, c'est terminé. Et en plus, là, on apprend que dernièrement, sur Avdiivka, eh bien, les troupes russes ne cessent de prendre le côté sud de la ville, donc la zone industrielle sud de la ville. Donc là, ils ont renforcé leur position, ils ont même beaucoup avancé. Donc, Avdiivka, c'est bientôt la fin. Et ça va être beaucoup plus rapide que Bakhmout. Avdiivka, il n'y aura pas des mois d'attente, puisque elle est presque entièrement encerclée. Alors, il reste encore le côté ouest de la ville, mais le côté ouest de la ville est complètement bloqué de toute manière.
Donc les résistants ukrainiens au sein d'Avdiivka, il n'y a que deux possibilités pour eux maintenant. C'est soit de se rendre en masse, donc ça ferait plusieurs milliers d'Ukrainiens quand même, soit ils mourront jusqu'au dernier. Bien évidemment, alors évidemment, il y aura toujours quelques centaines à la fin de prisonniers. Je ne pense pas qu'ils fassent vraiment comme à Bakhmout, c'est-à-dire mourir quasiment jusqu'au dernier. Je ne pense pas. La motivation n'est plus là, bien entendu. Ils savent qu'ils sont pris au piège totalement. Il n'y a aucun espoir. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils se battent encore et qu'ils ne se rendent pas, car ça n'a aucun intérêt. Et ça fait des mois que ça n'avait aucun intérêt. Donc c'est complètement stupide, c'est complètement futile, à l'image de Bakhmut, à l'image de Mariupol, à l'image de Krinky, à l'image de Soledar, à l'image de plein d'autres villes où le sort en a été décidé bien à l'avance. C'était une évidence. Moi, ça fait quasiment 2 ans que je vous le dis, et à chaque fois, mes prédictions se sont révélées vraies. Parce que c'était même pas des prédictions, j'ai envie de vous dire. Ça aurait été bien arrogant de dire ça. Non, c'était des évidences. Mais pour qui connaît les enjeux, pour qui a les informations réelles sur le terrain. Alors quand je dis réel, c'est un petit peu présomptueux de dire cela. Mais tout du moins, les informations les plus probables, où j'ai envie de vous dire le gros des informations qui sont vraies. Parce que le gros des informations vraies, tous les connaisseurs les savent. C'est les détails dont souvent on n'a pas les informations, mais le gros, on le sait. Je vous l'ai démontré dans des centaines d'articles depuis près de 2 ans qu'à chaque fois que je vous montre, à chaque fois que je vous disais un truc, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après, bah, c'était dans les grands médias. Parce que c'est une évidence. Donc à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il suffit de se renseigner un peu. Moi, je regarde des sources ouvertes. Hein. J'ai pas des sources classifiées que peu de gens connaissent. Non, je vais sur Internet et il y a tout. Mais faut savoir chercher. Il faut savoir prendre surtout les informations côté russe. Bien évidemment. Mais pas que. Comme je vous l'ai démontré aussi, énormément de journaux chinois, indiens, africains disent la vérité. Voilà, eux ça les gêne pas de dire la vérité. Voilà, turcs aussi, les journaux turcs sont très bien aussi. Bref, voilà pour le côté purement militaire. Et maintenant, ben, il y a le côté propagande. Bon, bah voilà, mais c'est toujours la même chose. Ça fait près de 2 ans que ça dure, le côté propagande. Donc c'est évidemment, il y a le côté grotesque et ridicule, voire même pathétique, du côté ukrainien, comme quand Soledar a été prise par les Russes. Zelensky, il n'a jamais avoué que ça a été pris par les Russes. Il a fallu attendre 2 semaines que tous les journaux du monde le disent pour qu'enfin il avoue que Soledar a été prise. C'était pareil pour Bakhmut. Pareil. Il a fallu attendre des semaines avant que l'Ukraine avoue que Bakhmut a été pris par les Russes. Vous voyez, c'est comme le missile S-300 qui a atterri sur un tracteur en Pologne. Bah, à ce jour, au moment où je vous parle, les Ukrainiens n'ont jamais admis que c'était leur S-300 qui a fait un demi-tour et qui est tombé en Pologne. Alors que 24 heures après, le Pentagone avait balancé l'Ukraine en disant que c'était bien un S-300 ukrainien. Voilà, c'est comme le meurtre de Dalia Dugina en Russie. Eh bien, voilà, la Russie disait que c'était la CIA et le SBU, et quelques jours après, la CIA, dans le New York Times, dit non, 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 c'est pas nous, c'est le SBU, mais c'est pas nous. Voilà, tout ça pour se dédouaner, donc typique des États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis n'ont aucun scrupule à trahir ses alliés pour leurs propres intérêts. Ils ont toujours fait ça, les Américains, et dans toutes les guerres, en particulier la guerre d'Irak, où là, ils sont vraiment foutus de la tête des Français et des Anglais. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, bref, voilà, c'est toujours la même histoire. Rien ne change.
Donc, au niveau conclusion, ben, on en est là. Alors maintenant, côté économique, eh bien, on va voir ce que les États-Unis décident au niveau du Congrès américain, s'il y aura l'enveloppe qui sera acceptée ou non pour l'Ukraine, et pour le coup aussi accessoirement pour Israël. On verra. Il y a 61,4 milliards de dollars qui attendent. Voilà, pour l'Ukraine, nous verrons bien s'il y aura des blocages pour 2024. Rien n'est moins sûr. Il y a la campagne électorale américaine et les Américains sont contre l'aide à l'Ukraine en majorité. Les sondages, tous les sondages américains le disent, je dis bien tous. Et c'est du style, ils sont à 60% à peu près contre l'aide à l'Ukraine. Donc en campagne électorale, est-ce que le Congrès américain ira contre le vœu des Américains? Bah, on ne sait pas, nous verrons bien, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais en tous les cas, ce que je peux vous prédire avec certitude, c'est que si le Congrès américain dit non pour l'enveloppe 2024, là, c'en est fini de l'Ukraine. C'est-à-dire, là, c'est fini. Le coup de l'Union européenne va s'occuper à elle toute seule de l'Ukraine. Je suis extrêmement sceptique. Extrêmement sceptique. S'il n'y a plus Papa Amérique derrière, eh bien, l'Union européenne, comme d'habitude, va faire comme Papa Amérique. Hein, voilà, ils suivent toujours les Américains, quoi que les Américains décident. Voilà, bon, ce n'est que mon avis, mais tout du moins, c'est ce que je pense. Nous verrons bien. Allez, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors j'aimerais commencer d'abord par le terminal gazier russe de Novatek qui a été touché par un drone ukrainien. Donc voilà, les Ukrainiens nous disent que le drone a été tiré donc d'Ukraine. Alors évidemment, on ne sait pas d'où, mais bon, certainement d'ici, dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, il y a voilà, environ voilà, il y a 1000 km. Voilà, en gros, le drone aurait dû faire environ de cette zone-là 1000 km, au mieux 950 km, quelque chose comme ça. Alors, au vu de la destruction que je vous ai déjà montré tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi, c'était improbable que ça soit un drone ukrainien avec une charge explosive suffisante pour faire ces dégâts-là. Donc moi, mais ce n'est que mon avis, le drone est parti d'Estonie, d'ici, et il a fait ça. Et là, par contre, oui, là, on peut charger le drone suffisamment d'explosifs pour faire ce genre de dégâts. Voilà, là, la distance est raisonnable, puisque là, on a, d'ici à là, on a 100 km en gros. Voilà. Et là, ça devient beaucoup plus raisonnable. Et comme l'Estonie, c'est des fous, mais je dis bien des fous, hein, peut-être même encore pire que les Anglais, vis-à-vis de la Russie, contre la Russie, il est très probable que le drone puisse être envoyé par l'Estonie, hein, connaissant les Estoniens, quoi, le gouvernement estonien. Je ne mélange pas la population avec le gouvernement. Voilà, bon, ça c'était que mon humble avis, je disais ça comme ça. Mais en tout cas, c'est là que le terminal gazier a été touché. Bref, revenons à la carte militaire même. Donc bon, bah pas grand-chose hein, qui s'est passé sur le terrain. Bon, pas grand-chose dans le sens des grandes avancées de part et d'autre. Il y en a pas eu. Hein. Il y en a eu une avancée, on va dire, notable sur Avdiivka, mais c'est tout. Donc là, sur Klinky, bah, ça n'a pas vraiment changé. Hein. Alors, vous voyez que ça n'a pas bougé ici. Mais par contre, il y a toujours des affrontements, mais les affrontements ne cessent de diminuer avec le temps. Il n'y aurait plus que quelques petites dizaines d'Ukrainiens qui resteraient. Ben, évidemment, vous vous doutez bien que c'est la fin. Et moi, ce n'est que mon avis. Je pense que la semaine prochaine, ce sera définitivement fini et on verra le trait rouge tout droit. Ce n'est que mon opinion, peut-être que je me trompe. Nous verrons bien. Bon bref, là il s'est pas passé grand chose. Là, bah
rien non plus. Là, c'était où il devait y avoir la grande offensive, vous vous souvenez. Ça devait démarrer d'ici, de piquer sur Tokmak, Melitopol et enfin la mer d'Azov. Bref, rien ne s'est passé. Ougledar, il n'y a rien ne s'est passé. Par contre, il y a eu des prisonniers ukrainiens qui se sont rendus autour de la forteresse d'Ougledar. Voilà, donc on a des vidéos que j'ai vues sur Telegram de soldats ukrainiens qui se sont rendus. Voilà, bon, ça modifie pas la ligne de front. Vers Marinka, bah, ils avancent toujours, mais très 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 lentement. Donc rien de spécial. Alors là, il y a eu un marqueur bleu pour dire que là, bah, il y a eu des attaques d'obus, donc du 155 mm de l'OTAN, qui ont touché donc le marché de Donetsk. Ça a fait 27 morts. Voilà, 27 morts russes. Voilà, donc évidemment une attaque purement terroriste, comme il y en a d'ailleurs depuis plus de 8 ans ici, mais ça dérange aucun média occidentaux, aucun problème, personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Par contre, il y a des médias occidentaux qui en parlent sur Internet. Sur les journaux Internet, là, ils en parlent quand même, hein. Ils avouent qu'il y a eu 27 morts du côté lancé du côté ukrainien. Alors là, sur Avdiivka, ben, il y a eu une avancée. Il y a eu une avancée russe comme ça. Donc là, on nous dit que les Russes ont trouvé un ancien tunnel qu'ils ont plus ou moins réhabilité. Alors moi, j'ai vu les photos. On voit, il y a de l'eau jusqu'à la hanche, hein. Ils ont de l'eau jusqu'à la hanche. Et donc c'est grâce à ce tunnel où ils auraient mis donc des jours à passer pour que des centaines de soldats passent. Donc le tunnel, je l'ai vu, il fait dans les au moins 1,80 m de diamètre, pour pas dire 2 mètres. Il est grand mais il est plein d'eau, hein. Donc on voit une image d'un soldat russe qui tient sa calache ou son fusil d'assaut au-dessus de lui à deux mains. Bref, voilà, bon, c'est ce qui a marqué sur Telegram. Donc c'est grâce à ce tunnel qu'ils ont trouvé, qu'ils sont passés, ils ont pu passer donc derrière les lignes ukrainiennes et c'est comme ça qu'ils ont pu faire leur avancée. Donc là, ils sont vraiment là aux dernières nouvelles, ils sont à peu près ici, donc ils vont atteindre, j'ai envie de vous dire, le milieu de la ville bientôt. Bon, c'est la fin, bon, la fin annoncée sans surprise. Donc pas grand chose à ajouter. Avdiivka, il y en a vraiment, vraiment plus pour longtemps. Alors maintenant, je sais qu'il y a eu des petites avancées, mais alors vraiment pas grand chose. Donc ici, donc la ville, elle a été prise. Donc c'est Kurdyumivka, si je prononce bien. Donc Kurdyumivka, donc qui a été complètement prise. Donc ça, c'était pas le cas la semaine dernière. Là, il y a eu une avancée ici. Donc à mon avis, ils vont prendre la ville de Minkivka, je pense bientôt. Voilà ce qu'il y a eu comme avancée. Donc là, évidemment, c'est le chaudron de Sivelsk, hein, ici. Donc là, il y a une avancée ici dans le sud, là. Ici. Alors quand il y a un point rouge comme ça, c'est là où il y a du combat intense, hein. Voilà. Là, il y a eu une avancée ici. Donc ils vont peut-être prendre la ville ou le village, je ne sais pas, de Kolnapki, hein, qui est ici. Nous verrons bien. Sinon, oui, il y a eu une avancée aussi près de Kislivka. Ici, il y a eu une avancée, donc c'était là et maintenant c'est là. Il y a une petite avancée, mais vraiment, vraiment, c'est pas grand-chose. Donc là, évidemment, ça combat à Kupiansk. À mon avis, ils n'ont pas avancé, hein, même pas de centaines de mètres. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. C'était pas vraiment côté front ou à part sur Avdiivka où il s'est passé quelque chose, mais plutôt bon bah le crash d'Ilyushin ici
et sur Donetsk les 27 morts, ainsi que le terminal gazier qui a été touché. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement, évidemment si mes vidéos vous plaisent. Et bien sûr, toujours, soyez curieux.